RCJ, il est 12h21, place maintenant à lire la politique. Luce Perrault, vous recevez Louis Gauthier pour le tome 4 de son livre Monde en guerre. Monde en guerre, monde au pluriel, et le sous-titre est Guerre sans frontières, de 1945 à nos jours, et guerre également au pluriel. Alors, quelles sont ces guerres au pluriel ? Comment éclatent-elles ? Elles sont multiples, elles sont lointaines. Pourtant, nous, en Europe, nous n'en sommes pas très conscients. On a même l'impression de vivre dans un monde très pacifié. C'est vrai, et en même temps, c'est un sentiment de fausse quiétude, parce que si l'Europe a pu penser qu'à la suite de la chute du mur de Berlin, elle se trouvait dans une situation... 1989, 89, puis 91, fin de l'Union soviétique, oui. Que la menace s'éloignait, qu'elle allait concerner sans doute d'autres continents. Fin de la guerre froide. Et donc que l'Europe n'était plus le centre de crise qu'elle avait été, en réalité, pendant tout le XXe siècle. Et donc, on s'est peut-être bercé un peu de cette illusion, et en tout cas, on a vu disparaître, s'éloigner ce risque des conflits, et puis on les voit aujourd'hui quand même singulièrement ressurgir et se rapprocher à notre périphérie. Voilà, que ce soit les affaires de Géorgie dès 2008, les problématiques ukrainiennes, la Libye, on voit bien qu'il y a le rôle de la Russie. Le rôle de la Russie. La Russie de Poutine. Est-ce que Poutine a, en quelque sorte, relancé la guerre froide ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Je ne le crois pas. Je pense qu'il utilise les conflits comme un élément de rétablissement de la puissance russe et qu'il joue habilement sur les divisions et sur les vulnérabilités occidentales, notamment des Européens. En réalité, la Russie, c'est un PIB qui est celui de l'Italie, avec certes des moyens militaires qui sont importants, et notamment technologiques. La Russie reste une puissance technologique dans ce secteur, mais la Russie, on le verra bien d'ailleurs, elle s'est aventurée dans beaucoup de conflits, on verra bien au final ce qu'il en sortira. En revanche, ce qu'il en ressort d'ores et déjà, c'est-à-dire sur le court terme, c'est évidemment une restauration de son influence internationale à travers ses actions militaires. Ce sont des déstabilisations d'un certain nombre de pays à la périphérie de l'Europe, et c'est des provocations et des intimidations qui, au lieu de susciter, je dirais, cohésion des Européens, créent du trouble, de la division. Et c'est là où, d'une certaine manière, il avance ses pions en exploitant les vulnérabilités des Européens. Alors, au plan cyber, à travers des provocations multiples, de violences. Loukachenko, l'atterrissage de l'avion Ryanair, voilà. C'est une provocation inutile. Oui, mais elle montre bien, à rebours, l'impuissance européenne. C'est ça qui est souligné à chaque fois. Et donc cette impuissance européenne, elle a d'abord un effet mortifère pour les Européens eux-mêmes qui sont troublés et qui s'inquiètent, mais aussi pour le reste du monde qui voit quand même une Europe qui ne parvient pas, au bout de tant d'années, à consolider une vraie politique étrangère et à mieux assurer sa propre sécurité. Alors justement, revenons à l'Europe dans ce cas précis. Ce sont quand même les ex-pays soviétiques, la Pologne, la Hongrie. Tous ces pays-là sont quand même restés plus ou moins sous influence soviétique. On le sent dans les réactions. Alors, manque de transparence, manque de démocratie. On cherche en quoi ils sont vraiment européens. L'influence pour la Biélorussie, c'est évident. Pour la Hongrie, la question se pose du rapport aujourd'hui à Moscou. Pour la Pologne, non. Mais en revanche, ce sont des sociétés qui n'ont pas encore complètement achevé leur mue. Au moment du sortie de la guerre froide, on a pensé que l'itinéraire vers la démocratie, l'itinéraire vers les valeurs européennes, le fait qu'elles rejoignaient cette histoire européenne, la liberté se ferait spontanément. Et on voit que ce sont des sociétés qui sont troublées
par cette évolution et avec évidemment un travail à l'intérieur de ces sociétés qui sont justement utilisées par les Russes, notamment en jouant sur les mouvements les plus conservateurs, les plus populistes, et d'une certaine manière pour les éloigner, pour les retirer par rapport de la zone d'influence européenne. Oui, c'est clair. Alors, jusqu'à présent, cette guerre froide, ça se jouait aussi autour de ce que l'on appelait l'équilibre de la terreur, avec la force nucléaire, les pays qui détenaient la bombe. Donc, force de dissuasion, avait expliqué le général de Gaulle. Où en sommes-nous, justement, de cet équilibre de la terreur ? On ne peut pas ramener... Parce que depuis Hiroshima, on n'a plus tellement peur. Hein. Oui, alors il y a quand même, je dirais, l'interdit, l'arme nucléaire est marquée d'un très fort interdit moral depuis Hiroshima, et par ailleurs, d'un point de vue stratégique, c'est une arme d'interdiction de la guerre, d'empêchement de la guerre, de dissuasion. En tout cas, entre les grandes puissances, puisqu'on voit bien, et tout le livre le montre, qu'il y a une multiplication des conflits en dépit du fait que les grandes puissances ne se font pas directement la guerre entre elles. Elles se le font par alliés interposés, par intermédiation au moment de la guerre froide. Et aujourd'hui, elles interviennent dans de très nombreux conflits, mais elles évitent d'être en confrontation directe. On le voit bien quand, par exemple, c'était inimaginable en 91 de penser que 4 membres permanents du Conseil de sécurité pourraient avoir des engagements militaires dans le même endroit, même sur le même théâtre. Syrie, Irak, la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, et puis 5 puissances régionales qui aussi sur ce théâtre se sont impliquées. Mais il y a des déconflictions qui évitent justement d'entrer en prise, d'éviter un clash direct. Alors, je reviens à votre question. Donc, la dissuasion nucléaire a empêché l'escalade vers le conflit majeur, mais n'a pas interdit l'existence, hélas, de très multiples conflits depuis 75 ans. Alors, est-ce que la force de dissuasion joue un rôle stabilisateur? Il ne joue pas le même rôle qu'au temps de la guerre froide, où d'une certaine manière, on pouvait identifier l'équilibre stratégique ou l'équilibre international à l'équilibre nucléaire, au point même qu'on se livrait à des calculs presque d'apothicaire pour mesurer, que ce soit dans la course aux armements ou dans les processus de désarmement, qu'un équilibre des arsenaux militaires soit bien maintenu entre l'Est et l'Ouest. Mais il n'empêche que si la paix est maintenue, une paix internationale, une paix mondiale, bâtarde, précaire, qui ne concerne pas tout le monde, c'est quand même, je le pense, grâce aux armes de dissuasion nucléaire qui, en faisant peser la menace du pire, rationalisent le comportement des grandes puissances, de la Chine, de la Russie, des États-Unis, des Européens. Et tant que cette dissuasion continuera à fonctionner entre eux, on peut penser qu'il en sera ainsi. Mais on a basculé aussi dans un deuxième âge nucléaire, avec la prolifération de ces armes auprès de puissances régionales. Et là, l'Inde, ça a été le prétexte Pakistan, quand même en Iran, et voilà. en et Irak. Là, on voit bien qu'autour de la question nucléaire, il y a un risque polémogène. Je sais que vous aimez Luspero, Gaston Boutoul, on en parlait un peu avant. Voilà la polémologie, ou en tout cas ce terme qui est prononcé. Alors, cette Pax America qu'on a tellement évoquée, parce qu'en fait c'était elle, c'est ce qui maintenait cette paix un peu partout dans le monde. Elle a dominé jusqu'à très récemment. Comment les États-Unis ont-ils renoncé, abandonné ce rôle de leader dans la défense de la paix et de l'équilibre mondial ? Alors, je ne suis pas persuadé qu'ils ont abandonné l'idée d'être, sinon le leader, en la tout référence. cas d'être le premier et la référence. Mais effectivement... Sous Trump, on peut se poser la question quand même. Mais pas sous Biden. Je pense qu'il y a une volonté, effectivement, de revenir à un rôle de chef de file et en tout cas d'assumer davantage la responsabilité internationale de la très grande puissance que restent quand même les États-Unis au plan économique, militaire, technologique, etc. Ce qu'il y a, c'est que cette Pax Americana, elle n'a duré en réalité qu'une vingtaine d'années, où là, les États-Unis appuyaient sur une Disons 45 à 75.
Oui, alors je laisse la guerre froide, parce que au temps de la guerre froide, on est quand même dans un duopole. Enfin, il y a eu l'épisode de la baie des cochons, voilà, quand mais même. Après la guerre froide, c'est clair que les Américains ont les mains libres, la Russie, l'URSS a explosé, la Russie est très faible, n'a pas... et donc les États-Unis et les Européens se retrouvent, je dirais, les mains libres, et en souhaitant d'ailleurs régénérer le rôle des Nations Unies, de la sécurité collective, les opérations de maintien de la paix, etc. etc. Ce qu'il y a, c'est que... et puis, dans leurs opérations militaires, ils ont la certitude d'une supériorité militaire telle que personne ne viendra leur contester leurs actions. Alors évidemment, il y a eu un certain nombre d'erreurs, non pas dans la lutte contre le terrorisme, mais dans les guerres qui ont été menées au nom du terrorisme, et notamment l'Irak, qui d'une certaine manière a fait chuter les États-Unis. Et dans le livre, je montre bien que l'année 2008, elle est très caractéristique, parce qu'elle est à la fois celle où le piège irakien se referme complètement, la guerre n'est pas facile, et les Américains ne parviennent pas ils n'en sortent pas grandis. Ils ne s'en sortent pas grandis. En Afghanistan, les choses la même chose, d'où le surge. C'est la crise financière. Et la crise financière va d'une certaine manière déplacer les rôles et les lignes, parce que la Chine devient le premier créancier des États-Unis. Et 2008, c'est aussi la première provocation militaire russe avec l'Ossétie du Sud. Et le début de la mise en place de ce plan de grignotage. En fait, les Russes n'ont pas les moyens de conquérir, mais ils ont planté et replanteront une épée dans les reins d'un certain nombre de pays pour retrouver une zone d'influence, pour faire reconnaître. Et là, les Américains sont en situation de défi et d'impuissance. Et donc, c'est ça qui, d'une certaine manière, est le début de la fin de la Pax Americana. Et ensuite, elle est constatée tout simplement parce que les Américains ont désormais un partenaire pratiquement à leur taille qui est la Chine. Voilà. Et ça, les Américains doivent compter sur la Chine, et donc ne peuvent pas se penser, comme ils l'ont pensé en 1991, qu'ils allaient être les seuls gendarmes du monde, avec des accompagnants qui étaient les Européens. Mais en même temps, si vous regardez d'ailleurs les choses, par exemple les rapports de la CIA de ces années-là, 90, on voit bien que chez beaucoup de penseurs, de chercheurs, mais aussi d'acteurs, pensaient que c'était une course contre la montre, que cette supériorité ne serait pas éternelle, d'où la volonté des Américains d'abattre très vite un certain nombre de cartes. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, ils se fourvoient, et ils se fourvoient notamment en Irak. Et en Iran, maintenant. Alors, l'Iran, c'est quand même l'abcès de fixation actuel. Elle reste un point de fixation, quand même très compliqué par la politique de Donald Trump. On était parvenu à une forme d'accord, et où même des pays qui ne sont pas partenaires et qui ont même des desseins adverses comme les Russes, acceptaient de rentrer, ou les Chinois acceptaient de rentrer dans le jeu d'une solution internationale possible autour de l'accord avec l'Iran. Celui-ci a été dénoncé. L'Iran est aujourd'hui dans une situation, y compris interne, de raidissement. Et donc, la question épineuse qu'on pensait être parvenu à peu près à régler à la fin des années 2010, aujourd'hui se repose complètement. Avec, et je le disais tout à l'heure en évoquant les puissances régionales, un retour en scène spectaculaire de l'Iran, notamment dans des actions régionales. On l'a vu au Yémen, on l'a vu en Irak, et apparaissant de nouveau comme un fauteur de troubles. Et donc l'équation, c'est globalement compliqué de l'intervention de toutes ces puissances régionales, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran. Alors, justement, l'Iran, tout le monde sait que c'est l'Iran qui finance le Hamas. Nous sommes sur RCJ. Comment pensez-vous que cela puisse évoluer, cette situation, entre, après les accords d'Abraham, le Hamas qui rebalance des roquettes sous n'importe quel prétexte?
Il y a deux questions. Il y a la question... c'est quand même l'Iran qui finance. Oui, mais voilà, alors si on est sur la question iranienne, il est évident que là aussi, l'Iran joue ce rôle de fauteur de troubles, exporte à l'extérieur de la violence, parce que d'une certaine manière, c'est aussi un élément du bargain, du chantage. Bon. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on est en situation, nous occidentaux et les Américains en premier, de rétablir une forme de dialogue plus constructif, sans illusion avec l'Iran, mais qui ramène de nouveau, qui tente de ramener de nouveau l'Iran à un comportement international davantage normalisé. Responsable, plus responsable, avec un allègement des sanctions, avec une réintroduction progressive dans la communauté internationale et les échanges économiques et commerciaux internationaux, ou non. Et là, d'une certaine manière, la question, elle ne dépend pas que de nous, et elle dépend aussi du sort et du résultat des élections en Iran et des équilibres à l'intérieur de la société iranienne. C'est vrai qu'on avait espéré, à un moment, que la société iranienne évoluerait, mais de la même manière qu'on se pose la question en Russie. À quel moment la société va être en mesure de peser, y compris sur ses responsables, pour les amener à des comportements qui sont soit davantage rationalisés. La question reste question, et c'est malheureusement... sans réponse. Le livre est un livre d'histoire, donc il s'arrête en 2020, mais il évoque évidemment un futur de la guerre, et un futur qui montre quand même qu'on rentre dans une période où les expressions de la guerre, dans plusieurs dimensions nouvelles, on a évoqué le cyber, le spatial sans doute. Nous y reviendrons. Voilà, mais aussi toute une série de conflits qui ne sont pas apaisés. On parlera peut-être du Mali. Montre bien que... vous vous souvenez, il y avait un livre de Philippe Delmas qui s'appelait « Le bel avenir de la guerre ». Peut-être qu'il était hasardeux quand il a écrit le livre. Aujourd'hui, effectivement, on a toutes les raisons d'être quand même inquiet, en tout cas très vigilant sur ce qui se passe, parce que on l'a vu dans d'autres séquences historiques, quelquefois des incidents, des accrochages, des dérapages conduisent à des engrenages que les acteurs eux-mêmes n'auraient pas souhaités, mais qui amènent à des guerres, et à des guerres plus violentes que celles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a des nouvelles formes de guerre également. Le terrorisme. On sait tous où nous étions le 11 septembre, quand les avions ont détruit les tours. Ça a été un grand signal d'alarme pour l'Occident. Pourquoi on n'a rien vu venir de ce côté-là ? Ah si, on a vu venir. On a vu venir, mais personne n'imaginait l'effet de sidération, l'acte absolument inouï qu'ont été le 11 septembre à la face des États-Unis et de l'Occident. Mais voilà, sans trahir de secret, dans l'année 2001, avant l'été 2001, les services de renseignement, plusieurs sources évoquaient le risque d'attentats de cette nature, ne serait-ce que parce qu'il y en avait eu d'autres, USS Cole, etc. Personne n'imaginait la capacité d'Al-Qaïda de provoquer un attentat aussi articulé, aussi complexe et aussi massif d'un point de vue des victimes. Donc c'est vrai que quelque chose change à partir quand même une date. de 2001. C'est évidemment le second marqueur. Il y a le premier marqueur qui est la chute du mur de Berlin, le 9 novembre, 9-11, et vous avez le 11 septembre, 11-9, c'est la deuxième date, et je pense qu'après, la troisième, elle est plutôt liée à la crise que j'évoquais de 2008, et puis autre élément marquant, évidemment, ce qui se passe en 2014, à la fois l'Ukraine, la Crimée, mais aussi le théâtre syro-irakien. Et 2015, l'Europe frappée. Et 2015, bien sûr, c'est cette séquence-là. Quand je dis 2014-2015, c'est à la fois le développement de Daesh en Syrie et en Irak et l'effet porté par cet attentat terroriste pour la France en 2015. Alors la France s'est personnellement engagée dans... Est-ce que c'était une guerre ?
Est-ce que c'est devenu une guerre? On ne sait pas. On ne sait plus ce qu'est vraiment la guerre actuellement. La Libye, est-ce que c'était une erreur de la France ou est-ce qu'il fallait jouer la carte que la France a jouée? C'est quand même maintenant la plus grande pagaille et le plus grand danger. C'est la Libye. C'est de là que tous les terroristes récupèrent des armes. C'est là que les frères musulmans pullulent. Tous les roitelets de la Turquie interviennent. Que s'est-il passé pour que ça bascule de cette façon? Mais la guerre joue sur les mauvais sentiments, très souvent. La haine, voilà. Elle se joue aussi des bonnes intentions. Et la Libye, au départ, j'allais dire que ça commence bien. C'est ce que vous écrivez. La Libye, en réalité, c'est un petit peu l'idée, la communauté internationale efface le péché de 2003 en Irak, c'est-à-dire de ne pas avoir autorisé une opération extérieure qui n'était pas justifiée, et revient à l'idée qu'on peut mener, souvenez-vous, pour les populations de Benghazi, etc., sur une opération extérieure qui n'est pas liée à des enjeux sécuritaires ou à des problèmes de domination régionale ou d'organisation régionale, mais à une logique humanitaire classique qui était celle du début des années 90. Donc, on peut même dire que la résolution 1973 du Conseil de sécurité, elle est presque un précédent d'un point de vue de la mise en œuvre du droit de la protection des populations. Ce qu'il y a, et ça c'est un message pour les responsables politiques peut-être, c'est que un conflit, ça se mène dans la durée, avec vigilance et attention, et généralement la guerre évolue avec le temps, dégénère, complique les choses. On intervient en Libye comme un tiers entre des populations civiles, des factions et Kadhafi. Et à la fin, on se retrouve au milieu de ce conflit et en l'ayant fait quelque part empirer, d'une part allant au-delà du mandat, en renversant Kadhafi, et surtout ensuite en étant incapable de proposer une solution viable à ce pays et de plaider la réconciliation. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Libye reste un poteau noir à la fois diplomatique, mais on a bien vu l'effet immédiat sur le Mali et un élément de préoccupation et de déstabilisation. Donc, voilà, il n'y a jamais de réponse simple. Et donc, d'une certaine manière, la Libye qui se voulait un élément de rétablissement de la légalité internationale va devenir l'incarnation, sans doute symbolique, de tout ce qu'il y a eu de pire ou de moins réussi dans les interventions occidentales. Et de tous les échecs, les uns à la suite des autres, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. Et donc ça fait beaucoup, ça pèse, y compris aujourd'hui sur l'introspection, le retour des Occidentaux sur leurs opérations militaires, avec du coup un balancier qui va dans l'autre sens, et peut-être le risque d'une abstention à des moments où il faudrait s'engager. Le retour du balancier, là encore, la question a encore été discutée, ce qui s'est passé après les bombardements chimiques en Syrie. Est-ce que les États-Unis auraient dû être là pour réaffirmer la légalité internationale, et en n'étant pas là aux côtés de la France, qui le souhaitait, n'ont-ils pas donné un message qui ont négatif, qui ont permis à beaucoup finalement de s'affranchir, et quelquefois s'appuyant sur des exemples donnés par les Occidentaux, de même d'entrer en guerre ou de recourir à la force. Finalement, Obama, il n'a pas été aussi bon que ça sur le plan de la politique de la sécurité, de la Pax Americana. Il a beaucoup contribué. Il n'y a pas eu seulement Trump, ça a commencé là. Oui, je pense qu'il était dans une logique qui voulait se dégager de conflits dont il avait compris qu'ils étaient sans issue, que c'était des bourbiers, l'Irak, etc., et l'Afghanistan. Et donc, il ne se voyait pas au même moment redonner le signe d'un engagement. Et donc, on parlait de l'Europe tout à l'heure. Le désengagement américain de cette zone,
il est d'abord problématique pour les Européens qui sont à proximité. Et ce désengagement américain, certains l'ont constaté, d'abord l'enjeu pétrolier moindre en raison des ressources, des gisements de gaz de schiste, etc., aux États-Unis qui ont allégé leur dépendance par rapport au pétrole du Moyen-Orient. Les conflits, les guerres qu'ils y ont menées, qui ont eu des échecs, les amènent à être très prudents quant au réengagement dans cette zone. Et donc, du coup, les implications dans cette zone qui sont intervenues à la suite de leur retrait ou à la suite du sentiment d'une moindre implication, qu'elle soit russe, qu'elle soit séoudienne, qu'elle soit turque, qu'elle soit iranienne, elle pose évidemment un problème. Et ce problème de cette agitation, de ces désordres, évidemment, les Européens sont davantage à proximité, soit des effets immédiats de ces conflits, on l'a vu sur le terrorisme, on l'a vu sur les effets indirects de l'immigration, et on l'a vu aussi dans le fait que les Européens ne sont pas en situation de contenir des puissances régionales qui se hasarderaient dans des desseins qui sont problématiques. On l'a vu par exemple dans l'impossibilité des Européens de discipliner la Turquie à certains moments. Les Européens sont... Ça continue. Et ça continue, bien sûr. Alors, pour en revenir justement à Obama qui décide de ne pas intervenir en Syrie, est-ce que ce n'est pas lui aussi qui a donné, en quelque sorte par défaut, les moyens à Poutine de s'imposer dans cette région, là où il n'était plus? C'est ce que je vous dis. Poutine, c'est un joueur d'échecs. Il utilise les fautes de ses adversaires pour progresser. Il peut pas s'imposer de lui-même. Sa puissance n'est pas telle. Je l'expliquais tout à l'heure que le PIB de la Russie, j'y reviens pas. Il n'a pas encore complètement rétabli... Non, mais je dirais, dès que l'occasion se présente d'une faute, d'une faille, évidemment, il l'exploite. Et il l'exploite dans tous les domaines, du cyber, de la déstabilisation des sociétés, écarteler l'Europe, veiller à sa moindre cohésion, mais aussi sur le plan militaire. Et sur le plan militaire, la Syrie lui donne l'occasion d'un spectaculaire rétablissement, notamment les premiers tirs de missiles de croisière russes, le fait que, donc il compte. Alors après, que ce soit, on voit une politique classique de la Russie de descendre dans les mers chaudes, donc on voit bien le rétablissement d'une certaine ligne diplomatique russe dans cette zone. Est-ce qu'ils auront les moyens de cette politique? Je n'en sais rien. On peut se poser aussi la même question en Afrique, par exemple en RCA. Mais le fait qu'ils y soient, en tout cas inéluctablement, complique la donne. Et ça peut leur suffire. Alors, nous évoquions la Libye, mais il y a aussi l'opération Barkhane, le Sahel. Quelles sont les limites de l'intervention? Comment voyez-vous la suite? Parce qu'on se rappelle de l'euphorie de la population malienne quand François Hollande est allé et quand Jean-Yves Le Drian l'accompagnait au Mali. Maintenant, on a l'impression que ça se délite aussi. Alors, c'est difficile de parler. Le président de la République a annoncé sans doute une évolution de la position française. En tout cas, il y a un certain nombre d'actes qui ont été pris, à la fois pour tenir compte de la déstabilisation politique, vous en parliez dans le journal, à la tête de ce pays, et plus généralement du repositionnement de la France. La France, je fais un aparté, puis après on revient sur le Mali, elle n'a pas vocation à être une nation mercenaire qui plus est gratuitement pour des Européens frileux, donc qui se déchargent sur elle sans vraiment lui venir en aide. Bon, la solidarité européenne au Mali, elle est symbolique, elle est purement symbolique. Absolument. Et on n'a pas non plus vocation d'être systématiquement là face à des États défaillants en Afrique. Alors,
Je reviens maintenant au Mali. L'intervention française, voilà, il y a des interventions qui sont justifiées. On ne pouvait pas imaginer de ne pas intervenir en Irak et en Syrie face à Daesh. De la même manière, je pense que la décision qui a été prise d'intervenir en 2013 pour stopper la descente vers Bamako des Katibas de l'AQMI était justifiée. Ce qu'il y a, et maintenant on a toutes les leçons de multiples conflits. Quand une puissance tierce intervient, elle est un élément de la solution au départ. Et plus le temps passe, plus elle devient partie du problème, parce que son intervention elle-même est mise en cause, est instrumentalisée par telle ou telle partie, etc. etc. Donc, première phase réussie, éviter la chute de Bamako, éviter la constitution d'un sanctuaire entre les mains de l'AQMI, un nouveau sanctuaire dans cette zone. Deuxième étape, une tentative de stabilisation, de passage de relais qui se fait mal vers la MINUSMA, vers le G5, que la France essaye de trouver des solutions autochtones. Et puis un pourrissement et un engrenage. Et donc, je l'ai dit dans un article du Figaro qui anticipait un petit peu des déclarations qui allaient être prises, mais c'est qu'il me semble qu'il faut passer à une deuxième étape, à une troisième étape, et cette étape, elle est politique. Et cette étape, elle se construit évidemment, et c'est ce que dit le président de la République, sur la mise en question de l'implication militaire française. D'abord pour dire à la communauté internationale, nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes pas seuls, vous avez des responsabilités à assumer. Ne pas laisser tomber nos partenaires africains dans cette affaire, mais évidemment, les choses sont plus compliquées avec les évolutions au Tchad, les évolutions même internes au Mali. Donc voilà, la nécessité de passer nécessairement à une troisième étape, et dans cette troisième étape, la logique du retrait français est quelque part inscrite et de passage de relais. Mais cette solution, toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas évidemment la construire seul, et on ne peut la construire qu'avec les responsables maliens d'abord, les responsables des pays du G5 et la communauté internationale, et notamment nos partenaires européens. Alors, pour conclure, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, beaucoup d'autres questions encore à vous poser. Vous avez évoqué les nouvelles formes de guerre, les problèmes de cybersécurité, le terrorisme, la guerre économique, l'équilibre Chine et États-Unis. Le président de la République nous a dit que nous étions en guerre contre la Covid. C'est une nouvelle forme de guerre, ça aussi ? Est-ce qu'on peut l'imputer à la Chine ? Oui, je ne sais. Non, la France ne souhaite pas rentrer dans une guerre froide avec la Chine. Je pense d'ailleurs, quand j'entends parler Mais il a bien dit, nous sommes en guerre. Sur la Covid. Oui, mais nous sommes en guerre, et c'est ce que j'allais dire, de la même manière que quand Manuel Valls avait parlé, nous sommes en guerre contre le terrorisme, il voulait justifier la mobilisation générale de la population contre le terrorisme, ou là, la mobilisation générale contre la Covid. La Covid, d'abord, c'est un enjeu scientifique, c'est un enjeu de santé publique, mais là où vous avez raison, Luce, c'est qu'aucun conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a eu de telles conséquences sur l'ordre du monde que cette épidémie. C'est clair, que ce soit au plan... Même le nombre de victimes. Bien sûr, le nombre de victimes, au plan sanitaire c'est évident, au plan économique c'est évident, mais probablement aussi parce que ça dérange ou modifie les rapports de force au plan géostratégique. Et là, on peut se demander qui s'en sortira le mieux. Et la Chine, qui est simplement, on verra après ce que donneront les enquêtes, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, pas qui est à l'origine objectivement de la propagation de cette pandémie, puisqu'elle a commencé là, et sans doute pas celle qui s'en sortira le plus mal. Merci Louis Gauthier, c'est un livre passionnant, Mondes en guerre, inévitable si vous voulez comprendre dans quel monde nous vivons. Il est incontournable, il faut le lire, c'est publié aux éditions Passé Composé.